Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le théorème de Cayley-Hamilton. Alors avant d'énoncer ce théorème, j'aimerais revenir à un exemple qu'on a considéré dans la vidéo précédente. Nous avons calculé le polynôme caractéristique de cette matrice d'ordre 2 et nous allons trouver que le polynôme caractéristique dans ce cas c'est x carré moins 5x moins 2. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est calculer P1 de A. C'est-à-dire a carré moins 5a moins 2 fois l'identité de 2. Alors la matrice a carré est la matrice 7, 15, 10, 22. Et donc a carré moins 5a moins 2 fois l'identité, c'est la matrice 7, 15, 10, 22, moins, alors je multiplie la matrice A par 5, donc ça donne 5, 15, 10, 20, moins la matrice 2 fois l'identité, donc 2, 0, 0, 2. Alors je calcule, donc 7 moins 5, donc 2, moins 2 c'est 0. 10 moins 10, donc je simplifie, moins 0. 15 moins 15, 0, moins 0, donc 0. 22 moins 20, 2, moins 2, 0. Donc à la fin, on trouve que c'est la matrice nulle. Le théorème de Cayley-Hamilton affirme que toute matrice satisfait son polynôme caractéristique. C'est-à-dire que si A est une matrice de taille n, alors le polynôme caractéristique de A appliqué c'est 0. Alors pour démontrer ce théorème, on a besoin d'établir d'abord certains résultats auxiliaires. Dans cette proposition, on considère un endomorphisme T et on suppose que E se décompose comme somme directe de F et G avec F et G deux sous-espaces vectoriels tels que TF inclus dans F. Donc la seule condition qu'on suppose sur les sous-espaces, c'est que leur somme directe soit égale à E et que F est invariant par T. Alors maintenant on pose pi la projection sur G parallèlement à F. C'est-à-dire que, je rappelle, chaque vecteur X, je le décompose comme A plus B, avec A dans F et B dans G, et j'associe à ce vecteur, eh bien son image par pi, c'est le vecteur B. Donc c'est la projection sur G parallèlement à F. On pose T0, c'est T restreint à F, c'est-à-dire c'est l'application, ou bien l'endomorphisme qui va de F dans F, qui a X, associe T. Et comme F est invariant par T, alors le Tx, il reste à l'intérieur de F. Maintenant, si je considère la restriction de T à G, alors T restreint à G, c'est une application qui va de G dans E. Puis c'est une application qui va de E dans J. Et donc qu'est-ce que je prends? Je prends la composition, c'est-à-dire pi rho T restreint à J, et je note ça, c'est l'endomorphisme T1. Donc T1, c'est, je le note, c'est pi rho T restreint à J. Donc T1, c'est un endomorphisme de J.
Alors maintenant, la proposition affirme que le polynôme caractéristique de t est le produit du polynôme caractéristique de t0 et celui de t1. De plus, t est bijectif si seulement si t0 et t1 sont bijectifs. Pour démontrer la première assertion, on considère une base f de f. Donc c'est une base de f. Et on considère, alors la base f est formée des vecteurs E1, EP, et on considère une base de G formée des vecteurs EP plus 1, En. Alors si on regroupe la base de f et celle de G, on obtient une base de E. Et donc on note E, la réunion de f et G, c'est une base de E. Maintenant, quand I est compris entre A et P, EI, c'est un élément de F, et on sait que P s'annule sur F. Je reviens à la définition de P, donc pour A plus B, j'associe B. Et donc si B égale à 0, alors pi de A, c'est 0. Donc EI appartient à F, et donc pi de EI égale à 0. Pour I entre P plus A et N, on a EI est dans G, et donc pi de EI égale à EI. Alors on pose A la matrice de T dans la base E, c'est la matrice AIJ avec IJ entre A et N. B c'est la matrice de T0, et comme T0 c'est la matrice de T0 par rapport à la base F, alors F est de dimension P, et donc la matrice B est de taille P, donc c'est une matrice de la forme BIJ avec IJ entre 1 et P. On pose C, c'est la matrice de P1 par rapport à la base J. Alors la base J contient N-P éléments, c'est la dimension d'ailleurs du sous-espace J, et donc il est représenté par une matrice de la forme CIJ avec IJ entre 1 et N-P. Maintenant, pour G entre 1 et P, on a EJ est un élément du sous-espace F. Et la jème colonne de la matrice T0 est formée des coordonnées du vecteur T0EJ dans la base E1, E2, EP. C'est-à-dire que alors la jème colonne, c'est cette colonne, c'est B1, J, B2, J, BP, J. Donc T0EJ, c'est B1, J fois E1, donc là c'est par rapport à la base E1, E2, EP. Donc c'est la somme de 1 à P de BIJ, EI. La même chose pour T, T de EJ, ces coordonnées, c'est exactement les éléments qui se trouvent sur la colonne, la jème colonne de la matrice de T. Et la jème colonne de la matrice de T, c'est cette matrice, c'est cette colonne, A1J, ANJ. Et donc, on obtient que T de EJ, c'est exactement cette somme, c'est la somme des AIJ de I, ou le I allant de 1 à N. Ce qui implique maintenant que pour I entre A et P, on a BIJ égale à AIJ. Et pour I supérieur à P plus 1, là j'ai 0 fois EI, et là j'ai AIJ fois EI. Donc ça implique que AIJ égale à 0 pour I entre P plus 1 et N. Il vient donc que pour J entre A et P, on a AIJ égale à BIJ pour I entre A et P, et pour I supérieur à P plus 1 et inférieur à N, on a les AIJ sont tous nuls.
Alors, on revient à la matrice C. Alors, C, c'est la matrice C11, C21, Cn-P1. Et la dernière colonne, c'est C1, N-P, Cn-P, N-P. Exprimé dans la base EP plus 1, EP plus 2, EN. Et la première colonne représente les coordonnées de TEP plus 1 et la dernière, les coordonnées de EN. J'ai oublié un instant, donc c'est T1 de EP plus 1, T1 de EN. Maintenant pour J entre P plus 1 et N, T1 de EJ, c'est T1 du vecteur EP plus G moins P. Et donc ces coordonnées sont dans la J-P-ième colonne de la matrice, c'est-à-dire C1, J-P, C2, G-P, Cn-P, G-P. Et donc T1 de EJ, c'est C1 GP, G-Pi, EP plus 1, plus C2 G-Pi, EP plus 2, plus Cn-P, G-P, En. Or, par définition, T1 c'est pi over P, donc T1 de EJ c'est P de T de EJ, donc c'est pi de la somme de AN de AIJ EJ. Or, pour I entre 1 et P, on a pi de EI égale à 0. Et pour I supérieur à P plus 1, on a P de EI, c'est EI, donc il reste la somme de P plus 1 à N de AIJ EI. Maintenant, on identifie les coordonnées, donc on obtient que AIJ est égal à CI moins P, G moins P. Ou encore avec un changement d'indice, AP plus R, P plus S, égale à C, R, S. Pour R entre 1 et N moins P, et S entre 1 et N moins P. Donc si R égale à S égale à 1, on va trouver que AP plus 1, P plus 1, c'est exactement CA1, c'est-à-dire cet élément. Si P égale à 2 et S égale à 1, alors on retrouve C de 1 ici, et ainsi de suite. Donc la deuxième matrice de la diagonale est exactement la matrice C. Et donc on possède cette représentation par bloc B0 étoile, donc c'est une matrice qui ne m'intéresse pas trop, et puis C. Maintenant le polynôme caractéristique de T, c'est le polynôme caractéristique de sa matrice. Et on a vu que quand on a une matrice triangulaire supérieure par bloc, alors le polynôme caractéristique de cette matrice est le produit des polynômes caractéristiques des matrices diagonales qui se trouvent sur la diagonale. Donc c'est le polynôme caractéristique de P fois le polynôme caractéristique de C. Et B c'est la matrice de T0, donc le polynôme caractéristique de B c'est le polynôme caractéristique de T0. C c'est la matrice de T1, donc le polynôme caractéristique de C égale au polynôme caractéristique de T1. Maintenant, pour la deuxième assertion qui affirme que T est bijectif si seulement si T0 et T1 le sont, alors il découle immédiatement de la première assertion de la façon suivante. On a T bijectif si seulement si son déterminant est différent de 0. Or, le déterminant de T, c'est le déterminant de sa matrice, et le déterminant de la matrice, c'est exactement le polynôme caractéristique de T appliqué au point 0. Donc,
le polynôme caractéristique de t au point 0 est différent de 0, ça c'est équivalent au polynôme caractéristique de t0 ne s'annule pas en 0 et le polynôme caractéristique de t1 ne s'annule pas en 0. Et donc t0 et t1 bijectifs. Dans cet exemple, on considère un endomorphisme T de R3 défini par T de E1 égale à 2E1, T de E2 égale à E1 plus 3E2 moins E3, et T de E3 égale à 2E1 plus 4E2 plus 3E3, où E1, E2, E3 est la base canonique de R3. Alors on pose F1, F c'est le sous-espace engendré par le vecteur E1. Alors comme T de E1 égale à 2E1, alors on obtient facilement que F est invariant par T. Donc E1 c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Et F est invariant par T. On pose G, c'est le sous-espace engendré par les vecteurs E2 et E3. Et on note par pi la projection orthogonale sur G parallèlement à F. Alors T1 qui est la composition de pi et T restreint à J, donc c'est un endomorphisme de J, donné par T1 de E2, c'est pi rho T de E2, et donc c'est pi de E1 plus 3E2 moins E3. Alors pi est une projection sur G parallèlement à F, donc ça veut dire que pi s'annule sur les vecteurs de F, et E1 c'est un vecteur de F, donc pi de E1 c'est 0. Pi il laisse invariant, ou bien il fixe les vecteurs de J, donc pi de E2 égale à E2, et pi de E3 égale à 3. Donc pi de la somme c'est exactement 3E2 moins E3. T1 de E3, c'est pi rho T de E3, donc égal à pi de 2E1 plus 4E2 plus 3E3. Alors pi de E1 c'est 0, et pi de E2 égale à E2, pi de E3 égale à 3, et donc au final on trouve que pi de cette somme c'est exactement 4E2 plus 3E3. Donc la matrice de T1 dans la base E2, E3 égale à 3, moins 1, 4, 3. Et donc le polynôme caractéristique dans ce cas, ça va être 3 moins x, et le déterminant 3 moins x, 3 moins x. Donc c'est 3 moins x au carré, plus 4. Donc ça c'est le polynôme caractéristique de T1. Alors, quant à T0, on a T0, il agit sur un espace de dimension 1. Et la matrice de T0 dans la base E1, c'est exactement la matrice de taille 1 suivante, 2. Parce qu'on a T de E1, c'est 2E1. Et donc le polynôme caractéristique de T0, c'est exactement 2 moins x. Maintenant, le polynôme caractéristique de T, c'est le produit du polynôme caractéristique de T0 et celui de T1, donc c'est 2 moins x fois 3 moins x au carré plus 4. Maintenant, on va voir quelques corollaires qui découlent de cette proposition. Alors, le premier corollaire, dans un espace E de dimension finie, on considère un endomorphisme T et un sous-espace F invariant par T. Donc le F est supposé invariant par T. Alors on a le polynôme caractéristique de T restreint à F divise le polynôme caractéristique de T. De plus, si le polynôme caractéristique de T est scindé, alors le polynôme caractéristique de T restreint à F est aussi scindé. Alors pour la preuve, on sait que n'importe quel sous-espace vectoriel possède un supplémentaire dans E. C'est-à-dire qu'il existe toujours un sous-espace J tel que E soit la somme directe de F et de G.
Alors, la proposition précédente implique que le polynôme caractéristique de t égale le polynôme caractéristique de t restreint à f fois le polynôme caractéristique de pi rho t restreint à j. Donc, en particulier, le polynôme caractéristique de t restreint à f divise le polynôme caractéristique de t. Alors maintenant, si le polynôme caractéristique de t est scindé, alors le polynôme caractéristique de t restreint à f, puisqu'il le divise, est aussi scindé. Avant de passer au prochain corollaire, on va faire une petite remarque qui concerne la proposition 2,5,1. Alors on suppose que le sous-espace J est invariant, c'est-à-dire que T de J est inclus dans J. Alors dans ce cas, le pi rho T restreint à J appliqué à B, alors B c'est un élément de G, c'est pi de T de B. Et comme T laisse invariant G, alors T de B c'est un élément de G, et on sait que pi fixe les éléments de G, donc ça c'est égal à T de B. Et donc pi rho T restreint à J, c'est exactement T restreint à J, et donc le polynôme caractéristique de T dans ce cas devient le polynôme caractéristique de T restreint à F fois le polynôme caractéristique de T restreint à J. Alors dans le corollaire qui suit, on montre que cette égalité reste vraie, même pour une somme directe de n sous-espaces vectoriels invariants par T. Alors plus précisément, dans un espace vectoriel E, de dimension finie, et pour un endomorphisme T, on suppose qu'il existe des sous-espaces invariants par T. Donc on suppose qu'il existe F1, F2, Fk des sous-espaces invariants par T, tels que E est la somme directe de ces sous-espaces. Alors on a le polynôme caractéristique de T et le produit des polynômes caractéristiques de T restreint à Fi. Alors, pour k égale à 1, il n'y a rien à démontrer parce que dans ce cas, on va avoir E égale à F1 et donc l'égalité est triviale. Alors, on suppose que le résultat est vrai pour k-1, pour k-1 somme directe, et on démontre que ça reste vrai même pour une somme directe de k sous espace vectoriel. Donc, on suppose que E, c'est la somme de ces k sous espace vectoriel, et on pose G, c'est la somme directe de F2, F3, Fk. Donc E s'écrit, c'est la somme directe de F1 et de J. Alors comme chaque Fi est invariant par T, alors leur somme directe est aussi invariant par T. En effet, on a T de G égale à T de F1, T de F2 somme directe Fn. Et ça, c'est T de F2 plus T de F3 plus T de Fn. Et comme chaque Fi est invariant par T, alors ça, c'est inclus dans F1 plus dans F2, F3 plus Fn. Or, les Fi, leur somme est une somme directe, donc on peut rajouter ici la somme directe, et ça c'est exactement G. Donc G reste invariant par T. Il vient donc par la proposition précédente que, ou bien par la remarque précédente, que le polynôme caractéristique de T est le produit du polynôme caractéristique de T restreint à F1 et le polynôme caractéristique de T restreint à J. Maintenant, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. G est la somme de k-1 sur espace vectoriel, donc le polynôme caractéristique de T restreint à J est le produit des polynômes caractéristiques de T restreint à F2 de T restreint à Fk. Et maintenant, on remplace donc le polynôme caractéristique de T, c'est le produit des polynômes caractéristiques correspondant T restreint à F2, T restreint à F2, à F. T restreint à F1, T restreint à F2, T restreint à Fk.
Le corollaire suivant nous apporte une information très importante que la dimension du sous-espace propre ne peut pas dépasser l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Alors, la dimension du sous-espace propre est supérieure ou égale à 1, ça c'est trivial parce que le sous-espace propre est toujours non réduit à 0 et donc sa dimension est supérieure ou égale à 1. Par contre, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que la dimension du sous-espace propre est toujours inférieure à l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Alors, pour démontrer cette inégalité, on pose P, c'est la dimension du sous-espace propre, et je pose le polynôme caractéristique de T, c'est x moins lambda à la puissance m lambda, fois un polynôme q tel que q de lambda différent de 0. Alors ça vient du fait que lambda est une racine d'ordre de multiplicité m lambda. Alors on pose f, c'est le quart de t moins lambda, qui est tout simplement le sous-espace propre de lambda de t, et on pose s, l'endomorphisme induit par t sur f. Donc s c'est t restreint à f, et on sait que lorsque je prends x dans f, t moins lambda de x égale à 0, ça veut dire que tx égale à lambda x. Et donc, t restreint à f, c'est lambda fois l'identité restreinte à f. Et donc, en particulier, s de f est inclus dans f. Alors, le polynôme caractéristique de s, c'est le déterminant de lambda moins x, et je peux factoriser avec lambda moins x fois l'identité. Et donc, c'est une matrice, c'est le déterminant de la matrice suivante, donc lambda moins x, 0, 0, 0, lambda moins x, lambda moins x. Alors, il y a combien de lignes? Il y a p lignes. Qui correspondent à la dimension du sous-espace propre de lambda t. Et donc, ce déterminant, c'est exactement lambda moins x à la puissance p. Maintenant, on est en mesure d'appliquer le corollaire 2, 5, 3, parce que f, c'est un sous-espace invariant par t, et donc le polynôme caractéristique de t restreint à f divise le polynôme caractéristique de t. Or, le polynôme caractéristique de t restreint à f, c'est exactement le polynôme caractéristique de s qu'on a trouvé égal à lambda moins x à la puissance p. Donc, lambda moins x à la puissance p divise le polynôme caractéristique de t. Or, le polynôme caractéristique de t, c'est le produit de x moins lambda à la puissance m lambda et qx. Donc, lambda moins x à la puissance p divise le polynôme caractéristique de tx. En plus, il est premier avec qx. Donc, lambda moins x à la puissance p et q sont premiers entre eux. Alors, pourquoi ils sont premiers entre eux? C'est parce que s'il existe un polynôme de degré supérieur ou égal à 1 qui divise les deux, alors forcément, il divise lambda moins x à la puissance p, et donc il est de la forme lambda moins x à la puissance quelque chose. Et donc, cette lambda moins x à la puissance quelque chose diviserait q, et donc on aura q de lambda égale à 0 forcément. Or, par hypothèse, q lambda est différent de 0. Donc, lambda moins x à la puissance p et q sont premiers entre eux. Et donc, lambda moins x à la puissance p qui divise le produit de ces deux polynômes, et qui, je rappelle, est premier avec q, alors forcément, lambda moins x à la puissance p divise x moins lambda à la puissance m lambda. Ce qui implique que p est inférieur ou égal à m lambda. Alors, un petit mot sur l'existence d'un tel entier K. On pose gamma, c'est l'ensemble des entiers P supérieurs ou égal à 1, tels que la famille X, Tx, Tp-1 de X, sont des vecteurs linéairement indépendants.
Alors évidemment, c'est un sous-ensemble de n. En plus, on a x différent de 0. Et donc, la famille x est libre. Et donc, ça implique que 1 appartient à oméga. De plus, si P appartient à oméga, alors ça implique, par définition x, Tx, T à la puissance P moins x est une famille libre. Et cette famille contient P éléments, donc P est inférieur à la dimension de l'espace E. Par conséquent, gamma est majoré. Et donc possède un élément maximal. Il s'ensuit donc que la famille X, Tx, donc non, je change de couleur. Alors le fait que K est le plus grand entier positif tel que cette famille est libre, ça implique que la famille X, Tx, T à la puissance K de X, est liée. Alors, s'il est lié, ça veut dire qu'il existe gamma 0, gamma k, non tous nuls, tels que gamma 0, x plus gamma 1 tx, plus gamma k moins 1 t à la puissance k moins 1 de x, plus gamma k de x, gamma k t à la puissance k de x égale à 0. Alors gamma k, elle est différente de 0. Pourquoi? Parce que si gamma k est égal à 0, alors on va avoir gamma 0 x plus gamma 1 tx plus gamma k moins 1 t à la puissance k moins 1 de x égale à 0. Et comme x tx t à la puissance k moins 1 est une famille libre, alors on obtient que les gamma i sont tous nuls avec i entre 0 et k moins 1. Et comme gamma k est aussi égal à 0, alors on obtient que tous les scalaires sont nuls. Et ça, évidemment, c'est pas possible parce que gamma 0, gamma k ne sont pas tous nuls. Donc gamma k est différent de 0. Et donc je peux exprimer t à la puissance k de x en fonction de x, tx, t à la puissance k moins 1 x. C'est ce qu'on a fait ici. Donc on a écrit t à la puissance k de x égale à alpha 0x plus alpha 1 tx plus alpha k moins 1 t à la puissance k moins 1 de x. Maintenant, on pose f le sous-espace engendré par la famille f. Alors f est invariant par t parce que si je prends y, un vecteur de f, alors y est une combinaison de x, tx, t à la puissance k moins 1 de x, où les bêta i sont des scalaires. Et donc, quand je calcule ty, je trouve bêta 0 tx, t carré x, plus, alors l'avant-dernier terme, c'est plus bêta k moins 2, t à la puissance k moins 1 de x, plus ce terme, bêta k moins 1, t à la puissance k de x. Alors, le premier, ou bien la première somme de tx à t à la puissance k moins 1 de x, alors tous ces vecteurs sont des vecteurs de f, et donc la combinaison de ces vecteurs reste dans f. Donc ça appartient à f. On vient d'avoir que t à la puissance k de x est aussi un élément de f, donc t de y appartient à f. Donc on pose S et T restreinte à F, donc c'est un endomorphisme de F. Sa matrice dans la base F, c'est-à-dire la base X, Tx, Tk-1, Tk-2 de X, et le dernier c'est Tk-1 de X. Alors là on a K vecteurs, donc l'espace F est de dimension K.
Et donc la matrice, c'est une matrice à k lignes et k colonnes. Alors la première colonne contient les coordonnées de l'image de x par t, donc c'est 0, 1, 0. La deuxième, c'est l'image de t carré de x, c'est-à-dire l'image de tx par t, donc t carré x. L'avant-dernière colonne contient les coordonnées de tk moins 1 de x. C'est t de t à la puissance k-2 de x normalement, c'est-à-dire c'est t de ce vecteur. Donc ces coordonnées sont 0, 0, 0 et à la fin 1. Et la dernière colonne contient les coordonnées de t à la puissance k de x qui est t de ce vecteur. Évidemment, tk de x, c'est coordonné dans x, tx, tk-1, x c'est alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha k-1. Le polynôme caractéristique, dans ce cas, c'est ce déterminant. Alors, on va développer par rapport à la dernière colonne. Le signe ici, c'est moins 1 à la puissance k plus 1, moins 1 à la puissance k plus 2, moins 1 à la puissance k plus 3. Le dernier terme, c'est moins 1 à la puissance 2k plus 2. Et l'avant-dernier, c'est moins 1 à la puissance 2k plus 3. Maintenant, on développe. Donc, on obtient moins 1 à la puissance k plus 1 fois alpha 0 fois ce déterminant. Alors, je barre la ligne qui passe par alpha 0 et donc il me reste ce déterminant. Alors, c'est le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure où la diagonale contient que des 1, donc ce déterminant vaut 1. Et donc, on trouve moins 1 à la puissance k plus 1 fois alpha 0. Maintenant, le second terme, son signe, c'est moins 1 à la puissance k plus 2 fois alpha 1. Et cette fois-ci, je barre la deuxième ligne qui passe par alpha 1. Et donc, il me reste ce déterminant, moins x 0, 0. Et donc, il me reste ce déterminant de taille n-1, moins x 0, 0. Sur la deuxième ligne, on a 0, 1, moins x 0, 0. Et sur la dernière ligne, on a 0, 0, 0. Et le dernier élément nul est 1. Donc, c'est le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Les éléments de la diagonale valent tous 1, à l'exception du premier élément qui vaut moins x. Et donc, ce déterminant, c'est moins x. Donc, maintenant, le deuxième terme est calculé. Maintenant, on va calculer le troisième terme, c'est-à-dire le terme qui correspond à alpha 2. Alors, en éliminant la ligne qui passe par alpha 2 et la dernière colonne, il nous reste ce déterminant. Donc, c'est un déterminant d'une matrice diagonale par bloc. Alors, le premier bloc, c'est moins x1, 0, moins x. Et le second bloc, c'est celui-là. Donc, il y a 1 sur la diagonale, et moins x sur la surdiagonale. Et donc, ce déterminant est le produit des deux déterminants, c'est-à-dire le déterminant de moins x1, 0, moins x, et le déterminant du deuxième bloc, où il y a 1 sur la diagonale et moins x sur la surdiagonale. Cela s'appelle la surdiagonale. Alors, ce déterminant, c'est moins x au carré. Celui-là vaut 1. Et donc, tout ce déterminant, c'est moins x au carré. Donc, le troisième terme, c'est moins 1 à la puissance k plus 3. C'est le signe qui correspond à alpha 2. Fois moins x
fois alpha 2 fois moins x au carré. Calculons maintenant l'avant-dernier terme correspondant à alpha k moins 2. On enlève la ligne qui passe par alpha k moins 2 et la dernière colonne, donc il me reste ce déterminant. Alors là aussi c'est le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure et on a A est présent une seule fois et les autres éléments de la diagonale valent moins x, donc c'est moins x à la puissance n-2 parce que je rappelle que ce déterminant est de taille n-1 et donc moins x se répète n-2 fois sur la diagonale, donc ce déterminant c'est moins x à la puissance n-2. Donc on obtient exactement cette quantité, donc alpha k moins 2, moins x à la puissance k moins 2, là c'est pareil. Donc c'est un déterminant de taille k moins 1, et donc ce déterminant vaut moins x à la puissance k moins 2. Là par contre c'est moins 1 à la puissance 2k plus 1. On calcule maintenant le dernier élément. Alors on va la ligne qui passe par alpha k moins 1 moins x. Et donc il me reste ce déterminant. Alors c'est un déterminant d'une matrice triangulaire inférieure. Sa valeur est moins x à la puissance k moins 1, parce que sur la diagonale on a moins x qui se répète k moins 1 fois, et donc sa valeur c'est moins x à la puissance k moins 1. Donc on obtient ce terme alpha k moins 1 moins x fois moins x à la puissance k moins 1, et le signe ici c'est moins 1 à la puissance k plus 2, qui est égal aussi à moins 1 à la puissance 2k. Maintenant, on va factoriser avec moins 1 à la puissance k plus 1. Donc ça donne alpha 0 plus... alors je reviens à ce terme. Moins 1 à la puissance k plus 2 fois le moins 1 qu'on a ici, de x. Donc ça donne moins 1 à la puissance k plus 3. Et comme moins 1 à la puissance 2 c'est 1, alors moins 1 à la puissance k plus 3 c'est moins 1 à la puissance k plus 1. L'avant-dernier terme, aussi si je calcule le moins 1 à la puissance 2k plus 1 avec le moins 1 à la puissance k moins 2, ça donne moins 1 à la puissance 3k moins 1. Et je me débarrasse de 2k puisque c'est une puissance paire et donc c'est moins 1, une puissance paire c'est 1, donc ça donne moins 1 à la puissance k moins 1. Et je rajoute 2, donc ça donne moins 1 à la puissance k plus 1. Pour le dernier terme, on a moins 1 à la puissance 2k c'est 1, donc il me reste moins 1 à la puissance k moins 1 qui est égal à moins 1 à la puissance k plus 1. Et donc, au final, on trouve moins 1 à la puissance k plus 1, facteur alpha 0, plus alpha 1, 8, plus alpha k moins 2, x à la puissance k moins 2, plus alpha k moins 1 moins x, fois x à la puissance k moins 1. Maintenant, je fais entrer le signe moins, un signe moins à l'intérieur de la parenthèse, et donc ça me donne moins à la puissance k, fois x à la puissance k, moins alpha k moins 1, x à la puissance k moins 1, moins alpha 1, moins alpha 0. Maintenant, on calcule le PS de S appliqué à X. C'est moins 1 à la puissance K, S à la puissance K, moins alpha K moins 1, S à la puissance K moins 1, moins alpha 1 S, moins alpha 0, fois l'identité. C'est-à-dire, je remplace ici X par S. Appliqué à X. Et donc, c'est moins 1 à la puissance K, S à la puissance K de X, moins alpha K moins 1, S à la puissance K moins 1. X moins alpha 0 fois x. Or, S, c'est l'endomorphisme T restreint à F. Donc, S à la puissance K, c'est T à la puissance K tout simplement, mais restreint au sous-espace F.
Donc c'est t à la puissance kx, moins alpha k moins 1 t à la puissance k moins 1x, moins alpha 1 tx, moins alpha 0x. Et on sait que ça c'est égal à 0 parce que on a t à la puissance k de x égale à la somme des alpha I t à la puissance I x avec I entre 0 et k moins 1. Alors on a ça d'une part. D'autre part, comme f est un sous-espace invariant de t, alors on a le polynôme caractéristique de t restreint à f, c'est-à-dire de s, divise le polynôme caractéristique de t. Et donc le polynôme caractéristique de t s'écrit comme polynôme q fois ps. Avec s, je rappelle, c'est t restreint à f. Et donc le polynôme caractéristique de t appliqué à t, le tout appliqué à x, c'est q de t au pss de x. Or, pss de x, on a trouvé que c'est égal à 0. Et donc, le polynôme caractéristique de t appliqué à t est nul pour n'importe quel vecteur x. Donc, ça veut dire que l'endomorphisme pt de t est égal à 0. Maintenant, pour démontrer la même chose pour les matrices, soit A une matrice de taille n, alors on considère T l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Alors on a A est la matrice de T dans la base canonique, donc B c'est la base canonique, de K à la puissance n. On sait que le polynôme caractéristique de A égale au polynôme caractéristique de T. De plus, on a PA de A, c'est PA, donc c'est P de T, c'est le polynôme caractéristique de T appliqué à la matrice de T dans B, et ça c'est la matrice dans B du polynôme caractéristique de T appliqué à T. Or, d'après la première assertion, ça c'est égal à 0, c'est-à-dire que le polynôme caractéristique de T est annulateur de T, donc ça c'est 0. Et donc là c'est la matrice de l'endomorphisme nul qui est égale à la matrice nulle. Ce qui termine la preuve. Alors comme le polynôme caractéristique de T est annulateur de T, alors forcément le polynôme minimal le divise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le polynôme minimal de cet endomorphisme divise le polynôme caractéristique de T, de l'endomorphisme de T. Le même résultat pour les matrices. Donc, on a le polynôme caractéristique d'une matrice, c'est un polynôme annulateur de la matrice, et donc son polynôme minimal divise son polynôme caractéristique. Avant de passer au corollaire suivant, j'aimerais faire la remarque suivante. Alors on a mt divise le polynôme caractéristique de t. Et donc si p de pt scindé, et mt le divise dans ce cas, on a mt et scindé. Sur le corps k bien sûr. La même chose pour les matrices. Si pa est scindé, alors le polynôme minimal de A est aussi scindé. Alors, le corollaire qui suit affirme que cette implication est en fait une équivalence. C'est-à-dire que le polynôme caractéristique est scindé, c'est seulement si le polynôme minimal est scindé. Alors, pour la preuve, il suffit de démontrer que si le polynôme minimal est scindé, alors le polynôme caractéristique est scindé. Alors, la preuve se fait par récurrence sur la dimension de l'espace n, de l'espace I, donc n c'est la dimension de l'espace. Pour n égale à 1, on a le polynôme caractéristique, c'est moins x plus déterminant de t. Et ça c'est aussi
moins le polynôme minimal de t. Et donc, il est clair que le polynôme caractéristique est scindé si seulement si le polynôme minimal de t est scindé. Maintenant, on va supposer que ce résultat reste vrai dans tout espace vectoriel de dimension inférieure ou égale à n-1, avec n supérieur ou égal à 2. Alors, comme mt est supposé scindé, alors toutes ces racines sont dans K, et donc il existe au moins une racine lambda dans les zéros de mt. Alors on pose F, c'est le sous-espace propre associé à lambda, et on considère un supplémentaire J de F dans E. C'est-à-dire que E, dans ce cas, il va être égal à la somme directe de F et de G. Et on considère la projection π, définition E, à valeur de J qui a A plus B associé B. Donc c'est une projection sur J sur G parallèlement à F. Alors on fixe F une base du sous-espace F et G une base du sous-espace G. Alors si on prend la réunion des deux bases F et G, on obtient une base de l'espace E. On pose aussi T0, c'est T restreinte à F. T1, c'est pi rho T restreint à J. A, c'est la matrice de T dans la base F union J. B, c'est la matrice de T0 dans F. C, la matrice de T1 dans J. Alors, d'après la preuve de la proposition 2.5.1, c'est-à-dire la première proposition qu'on a vue dans cette vidéo, dans sa preuve, on a établi que la matrice A de l'endomorphisme T, c'est exactement la matrice triangulaire supérieure B0, C, avec un étoile ici qui ne m'intéresse pas, et B c'est la matrice de T0, et C la matrice de T1. Donc on avait, on a A, c'est B0, étoile, C. Si je calcule A carré, B0 étoile C, moins B0 étoile C, alors ça donne B carré, donc B fois B carré, étoile fois 0 c'est 0, et après 0, là je vais avoir B étoile plus étoile fois C, donc c'est une matrice étoile qui ne m'intéresse pas, et puis 0 fois étoile 0 plus C carré, donc C carré. Alors on démontre en général que A à la puissance K, c'est B à la puissance K, 0 étoile C à la puissance K. Maintenant, si j'ai un polynôme P, coefficient dans K, alors à l'aide de cette égalité, je peux démontrer facilement que P de A égale à P de B, 0, une matrice étoile, P de C. En remplaçant P par le polynôme minimal de T, il vient de MTA égale à 0, et c'est égal à MTB 0 étoile MTC. Ce qui implique en particulier que MTC égale à 0. Or, C, c'est la matrice de T1, donc ça implique que MT de T1 égale à 0. Et donc, ça implique que MT1, le polynôme minimal de T1, divise le polynôme minimal de T. Or, le polynôme minimal de T est par hypothèse scindé, donc MT1 est aussi scindé. Donc, on obtient que MT1 est scindé sur K. D'autre part, le sous-espace propre associé à la valeur lambda est un sous-espace de dimension supérieure ou égale à 1. Donc, la dimension de G qui complémente le sous-espace propre pour avoir l'espace tout entier est de dimension inférieure ou égale à n-1. Et donc, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence sur l'endomorphisme T1 qui agit sur l'espace J de dimension inférieure ou égale à n-1.
C'est-à-dire le fait que MT1, que le polynôme minimal de T1 est scindé, implique que le polynôme caractéristique de T1 est scindé. Donc le polynôme caractéristique de T1, alors MT1 scindé implique que le polynôme caractéristique de T1 est scindé. Or, on sait que le polynôme caractéristique de T, c'est le produit du polynôme caractéristique de T0 et du polynôme caractéristique de T1. Donc le polynôme caractéristique de T1 est scindé. Et donc pour déduire que le polynôme caractéristique de T est scindé, il faut démontrer que le polynôme caractéristique de T0 est scindé. Or, T0, c'est l'endomorphisme lambda fois l'identité. L'identité du sous-espace propre associé à lambda. Et donc le polynôme caractéristique de T0, par définition, c'est le déterminant de T0, c'est-à-dire de lambda, l'identité moins x fois l'identité. Alors c'est lambda moins x à la puissance p, où p c'est la dimension de E lambda. Donc en particulier, c'est un polynôme qui est scindé. Et donc le polynôme caractéristique de T est le produit des deux polynômes scindés, donc lui-même est scindé. Maintenant, pour démontrer la même chose pour une matrice A, on considère l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Alors, on a PA est scindé, si seulement si PT est scindé, parce qu'on a PA égale à PT. C'est-à-dire que A et T ont le même polynôme caractéristique. Et le polynôme caractéristique de T est scindé si seulement si le polynôme minimal de T est scindé. Et on sait que le polynôme minimal de T est égal au polynôme minimal de A. Donc c'est équivalent à M1 scindé. Il découle des résultats précédents que si on considère un endomorphisme T de E, alors on sait que le polynôme minimal et le polynôme caractéristique ont les mêmes racines. Et donc, on a cette équivalence, si mtx se décompose comme x moins lambda 1 à la puissance quelque chose fois x moins lambda p à la puissance quelque chose, alors ça c'est équivalent à ce que le polynôme caractéristique égale à moins a à la puissance n. Alors le moins a à la puissance n, c'est toujours le coefficient de x à la puissance n, donc il ne faut pas oublier de le mettre, fois x moins lambda 1 à la puissance l'ordre de multiplicité de lambda 1, x moins lambda p à la puissance ordre de multiplicité de lambda. En effet, si m possède cette forme, alors ça veut dire que les racines du polynôme minimal sont lambda 1, lambda 2, lambda p. En plus, mt est scindé. Et donc, ça implique que le polynôme caractéristique est scindé. En plus de ça, le polynôme caractéristique possède les mêmes racines que le polynôme minimal. Et donc, forcément, le polynôme caractéristique il se décompose ainsi. Réciproquement, si le polynôme caractéristique est scindé, alors s'il est scindé, ça veut dire que je peux l'écrire sous cette forme. Avec les puissances ici, ils sont connus, c'est l'ordre de multiplicité de la valeur propre correspondante. Et donc le polynôme minimal qui doit être scindé dans ce cas, qu'on a démontré scindé, il se décompose aussi de cette manière. Donc il a les mêmes racines que le polynôme caractéristique. Et il est scindé, donc le polynôme minimal est de cette forme, avec les KI bien sûr, ils sont inférieurs ou égaux à MI parce que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Et donc K1 doit être inférieur à M lambda 1, K2 inférieur à M lambda 2, ainsi de suite. Un endomorphisme T est dit nipotent si T à la puissance n égale à 0 pour un certain n supérieur ou égal à 1. Alors le plus petit entier qui vérifie ça, c'est-à-dire tel que T à la puissance m égale à 0, est appelé l'indice de nilpotence de T. Alors, dans ce corollaire, on regroupe quelques propriétés que vérifie un endomorphisme nipotent.
La première, le spectre d'un endomorphisme unipotent est réduit à 0. Son polynôme caractéristique, c'est x à la puissance m, avec m l'indice de nipotence de t. Le polynôme caractéristique, c'est moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n, avec n, c'est la dimension de l'espace. Alors d'abord on pose m, c'est l'indice de nipotence de t. Ça veut dire que t à la puissance m égale à 0, et t à la puissance m moins 1 est différent de 0. Alors dans la première assertion, on démontre que le spectre de t est réduit à 0. Alors on va utiliser le fait que t à la puissance m moins 1 est non nul, et donc il va exister un y dans E tel que t à la puissance m moins 1 de y est différent de 0. Alors on pose x, c'est ce vecteur, t à la puissance m moins 1 de y. Alors t de x, c'est t à la puissance m de y, et on sait que t à la puissance m c'est 0, donc tx égale à 0. Et x bien sûr est non nul, parce que tm moins 1 de y est différent de 0. Donc x est un vecteur propre de t associé à la valeur propre 0. Et donc ça implique que 0 appartient au spectre de t. Et réciproquement, on considère une valeur propre lambda dans le spectre de t. Alors on a vu que lambda à la puissance m est un élément du spectre de t à la puissance m. Or le spectre de t à la puissance m, c'est le spectre de 0 parce que t à la puissance m c'est 0. Et le spectre de 0, c'est 0. Alors je vous rappelle qu'on a vu que le spectre de alpha fois l'identité égale à alpha. Et donc lorsque alpha égale à 0, le spectre de l'endomorphisme nul c'est 0. Donc lambda à la puissance m égale à 0, et donc lambda égale à 0. Donc on obtient que le spectre de t est réduit à 0. Montrons maintenant que le polynôme minimal de t égale à x à la puissance m, avec m bien sûr c'est l'indice de nipotence de t. Alors d'abord on a t à la puissance m égale à 0, implique que le polynôme minimal de t divise x à la puissance m. De plus, le polynôme minimal est un polynôme unitaire. Donc le polynôme minimal de t, c'est x à la puissance p, où p est inférieur ou égal à m. Donc on a ça d'une part. D'autre part, le polynôme minimal, c'est un polynôme annulateur de t. Et donc on obtient que t à la puissance p égale à 0. Et donc p est supérieur à l'indice de nipotence de t, parce que l'indice de nipotence de t, c'est l'entier le plus petit entier, k, tel que t à la puissance k égale à 0. Et donc le p est supérieur ou égal à l'indice de nipotence. Donc on obtient que le polynôme minimal de t égale à x à la puissance m. Pour le polynôme caractéristique, on a les racines du polynôme caractéristique sont les racines du polynôme minimal qui est égal à 0. Il possède une seule racine, c'est 0. Donc le polynôme caractéristique possède une seule racine, 0, et donc il est de la forme moins 1 à la puissance n, x à la puissance n, parce que le moins 1 à la puissance n, c'est toujours le coefficient de x à la puissance n, ce qui termine la preuve. Une petite remarque intéressante à faire. Alors on a le polynôme minimal, c'est x à la puissance m. Avec m, on a dit, c'est l'indice de nipotence de t. Le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique qui est égal à moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Donc ça implique que m est inférieur à n, et donc l'indice de nipotence de t est inférieur à la dimension de l'espace. Le dernier résultat qu'on va voir dans cette vidéo affirme que pour toute valeur propre lambda dans le spectre, on a la dimension du noyau de t moins lambda à la puissance l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda. Alors pour la preuve, on écrit le polynôme caractéristique t comme produit de x moins lambda à la puissance m lambda fois qx, avec q un polynôme qui vérifie q de lambda différent de 0.
Et donc E se décompose comme la somme directe de ces deux noyaux parce que j'ai x moins lambda à la puissance m lambda et q sont promis entre eux. Et donc le lemme des noyaux implique que E c'est la somme directe du noyau de t moins lambda à la puissance m lambda et du noyau de q de t. Alors on pose T0, c'est T restreint au noyau de T moins lambda à la puissance m lambda, et T1 c'est T restreint au noyau de Q de T. Alors on calcule le polynôme caractéristique de T0, c'est le déterminant de T0 moins X égal à déterminant de T0 moins lambda moins X moins lambda, donc là j'ai retranché lambda et j'ai rajouté lambda, donc je n'ai rien fait. Et ça, c'est le polynôme caractéristique de T0 moins lambda appliqué à X moins lambda. Or, on a vu que le polynôme caractéristique d'un endomorphisme unipotent, N unipotent, c'est moins 1 à la puissance, la dimension de l'espace, fois X à la puissance, la dimension de l'espace. Donc c'est moins 1 à la puissance d fois x à la puissance d, où d c'est la dimension de l'espace dans lequel je suis. Et donc le polynôme caractéristique de T0, c'est moins 1 à la puissance d fois, c'est moins 1 à la puissance d, où d c'est la dimension du noyau de t moins lambda à la puissance m lambda, fois x moins lambda à la puissance d. Donc ça vient de là. Donc le polynôme caractéristique de T0, c'est le polynôme caractéristique de T0 moins lambda qui est unipotent. Et donc j'applique cette formule, donc le polynôme caractéristique de T0 moins lambda de x, c'est moins 1 à la puissance d fois x à la puissance d, où d est la dimension de l'espace. Alors ici, l'espace, c'est le noyau de t moins lambda à la puissance m lambda. Maintenant, il suffit de remplacer x par x moins lambda. Et donc, le polynôme caractéristique de T0, c'est moins 1 à la puissance d fois x moins lambda à la puissance d. Maintenant, comme le polynôme caractéristique de T0 divise le polynôme caractéristique de t, parce que T0, c'est la restriction de t à un sous-espace invariant par t, qui est le noyau de t moins lambda à la puissance m lambda. Alors, Pt0 divise pt, est premier avec q, parce que q lambda est différent de 0. On obtient que Pt0 divise, donc ça implique que Pt0 divise x moins lambda à la puissance m lambda. Et donc en particulier le t est inférieur ou égal à m lambda. Maintenant pour démontrer que d est supérieur ou égal à m, lambda, on remarque d'abord que x moins lambda ne divise pas le polynôme caractéristique de t. En effet, sinon on aurait lambda est une racine du polynôme caractéristique de T1, et donc c'est une racine du polynôme minima de T1. Or, MT1, ces racines sont aussi des racines du polynôme Q. Pourquoi? Parce que les racines de MT1 sont exactement le spectre de T1, et Q annule le spectre de T1 parce que Q est un polynôme annulateur de T1. Alors pourquoi? Parce que si je considère T un endomorphisme de E, F un sous-espace vectoriel de E tel que T de F inclus dans F, et on pose S, c'est T restreint à F. Alors on peut vérifier facilement que S à la puissance K, c'est l'endomorphisme T à la puissance K restreint à F. Et donc si je prends un polynôme P
de la forme alpha i x à la puissance i. Alors P de S, c'est la somme de alpha i s à la puissance i, et donc c'est la somme de alpha i t à la puissance i restreint à f égale à la somme de alpha i t à la puissance i, le tout restreint à f, la somme évidemment de 0 à n, et donc c'est p de t restreint à f. Alors une fois on a compris cette égalité, on l'applique dans notre contexte. On a Q de T1, c'est Q de T restreint au noyau de Q de T, et ça bien sûr c'est 0. Donc Q est un polynôme annulateur de T1, et donc le polynôme minimal de T1 le divise. Et comme lambda est une racine du polynôme minimal de T1, alors on obtient que lambda est une racine du polynôme Q. Et ça, bien sûr, ça contredit le fait que Q lambda est différent de 0. Donc, x moins lambda ne divise pas le polynôme caractéristique de T1. Et donc, x moins lambda à la puissance n, lambda, est premier avec le polynôme caractéristique de T1. D'autre part, on a x moins lambda à la puissance n lambda divise le polynôme caractéristique parce que le polynôme caractéristique est le produit de x moins lambda à la puissance n lambda et qx. Donc, x moins lambda à la puissance n lambda divise le produit polynôme caractéristique de T0 et le polynôme caractéristique de T1. Alors, comme x moins lambda à la puissance n lambda est premier avec le polynôme caractéristique de T1, alors on obtient que x moins lambda à la puissance n divise forcément le polynôme caractéristique de T0. Or, le polynôme caractéristique de T0, c'est moins a à la puissance d fois x moins lambda à la puissance t, et donc on obtient que le m lambda est inférieur à t. Ce qui termine la preuve, et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, on parlera de la diagonalisation et la trigonalisation d'un endomorphisme d'une matrice.